vérité au cœur de l'information. Bonsoir à tous et merci de votre attention. Dans l'actualité ce soir, le séjour au Congo-Brazzaville du chef de l'État avec son homologue Denis Sassou Nguesso. Quels sont les sujets évoqués à Brazzaville? Réponse tout à l'heure en début de journal. L'entretien du 20h ce soir, nous parlerons de la journée mondiale de la télévision. Le Togo célèbre sa toute première édition. Comment et pourquoi? Eh bien, réponse avec Antoine Afanou, conseiller en communication du ministre de la Communication et des Médias. À suivre tout à l'heure. À suivre aussi ce soir un parcours, mieux, un engagement dédié aux femmes, aux jeunes. Focus sur Elsa. C'est quoi le quotidien de cette femme leader communautaire? La réponse dans le portrait du 20h. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici le journal. À l'ouverture, donc, le séjour au Congo-Brazzaville du chef de l'État. Une visite d'amitié, de travail au MEDU, la coopération bilatérale, les questions d'actualité, l'Afrique, le monde sont aussi évoqués par les deux présidents, Faure Sozimna-Gnassingbé et Denis Sassou Nguesso. Le résumé de cette visite, les grandes lignes dans le communiqué conjoint avec Joseph Amigan. Lors de sa visite de travail en République du Congo, les deux chefs d'État ont eu des échanges au cours desquels ils ont passé en revue la situation politique et sécuritaire en Afrique, de même que les questions internationales d'intérêt commun et celles liées à la pandémie de Covid-19. Le président de la République, Faure Sozimna-Gnassingbé, a salué l'engagement constant du président Denis Sassou Nguesso dans la recherche de solutions aux conflits dans les pays d'Afrique en tant que président du comité de haut niveau du groupe de contact de l'Union africaine sur la Libye et président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Au plan sécuritaire, les deux chefs d'État ont exprimé leur profonde préoccupation au sujet de la présence persistante des groupes armés en Libye et les conséquences prévisibles sur les pays voisins, notamment le Tchad et les pays du Sahel. Au plan politique et diplomatique, les deux hauts dirigeants ont salué la tenue le 12 novembre dernier à Paris de la conférence internationale pour la Libye qui a débouché sur des délibérations encourageantes. Le président Faure Sozimna-Gnassingbé et Denis Sassou Nguesso ont appelé toutes les parties libyennes à privilégier l'intérêt de leur pays en œuvrant résolument et continuellement pour l'unité, la paix et la réconciliation nationale. Ils ont fermement condamné les attaques terroristes contre les pays du G5 Sahel. Les deux chefs d'État ont par ailleurs condamné le double attentat perpétré par les groupes terroristes le 16 novembre 2021 à Kampala, en Ouganda, qui a occasionné plusieurs morts et des blessés graves ainsi que d'importants dégâts matériels. S'agissant de la lutte contre la Covid-19, ils se sont préoccupés des vagues successives de cette pandémie, notamment sur le continent africain. Ils ont souligné l'urgente nécessité d'un accès plus équitable de tous les pays au vaccin dans des conditions de répartition justes. Le président Faure Sozimna-Gnassingbé et le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, ont regretté que la 26e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, COP26, tenue à Glasgow du 1er au 12 novembre 2021, n'ait pas pu répondre aux attentes des pays en développement en général et ceux d'Afrique en particulier. Ils ont appelé à l'établissement d'une réelle communauté d'action pour limiter les effets néfastes des changements climatiques. S'agissant des questions de coopération bilatérale, les deux chefs d'État se sont engagés à les redynamiser dans l'intérêt mutuel de leurs pays respectifs. Et voilà donc pour ce qu'il faut retenir de la visite du chef de l'État au Congo-Brazzaville.
Retour à Lomé sur place au Togo, suite des opérations d'indemnisation des victimes de violences par le HCRUM. C'est le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale. Ce soir, l'étape de Kara, près de 2000 personnes sont concernées par cette opération. Le récit de Nestor Moussou. L'une des missions du HCRUN est de procéder à l'indemnisation des victimes des violences occasionnées par les crises politiques au Togo de 1958 à 2005. Le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale continue d'assumer cette mission. En témoigne cette nouvelle opération. L'opération concerne la région de la Kara et elle a une particularité. Avant, les personnes que le HCRUN a pris en charge sont essentiellement celles dont la CVJR, Commission Vérité, Justice et Réconciliation, a recueilli les dépositions. Les victimes prises en compte par cette nouvelle opération sont celles qui ont été recensées par la Commission nationale spéciale d'enquête indépendante, mise en place par rapport aux événements malheureux de 2005. Il fallait qu'on fasse le dépouillement des dossiers de la commission Kofigo. Le dépouillement étant achevé, il fallait rendre compte à notre mandant, qui se trouve être le président de la République, son Excellence Faure Gnassingbé, parce que la prise en charge de ces victimes n'était pas prévue dans le scénario de confection du budget de réparation effectué par la CVJR. Ce qui veut dire que la prise en compte de ces victimes va générer des dépenses supplémentaires pour l'État. Et donc, le président nous a donné des orientations pour les prendre en compte. Le sens de cette opération, c'est pour qu'on aille encore vers le pardon mutuel. Il est question de ne plus répéter ce qui a été fait pour que les enfants de nos enfants ne viennent pas encore à souffrir comme nous avons souffert. Ce sont 1957 victimes qui seront indemnisées par cette nouvelle opération pour le compte de la région de la Kara. Sur le plan national, la Commission nationale spéciale d'enquête indépendante a identifié 3000 victimes qui ont droit à des réparations. Et comme événement malheureux, c'en était un et c'est encore tout frais dans les esprits, même un an après l'incendie du port de Beyrouth. Le port autonome de Lomé en a connu également quelques-uns. Un entrepôt de coton parti en fumée par exemple, mais rien de comparable à Beyrouth. Néanmoins, il vaut mieux prévenir que guérir. Tout le sens de la rencontre ce matin sur la sécurité et la sûreté en zone portuaire. Les précisions de Tchazim Labaga. L'explosion catastrophique du port de Beyrouth au Liban en août 2020 a créé la psychose au sein des pays portuaires. Au Togo, des incidents mineurs mais assez graves survenus les 12 derniers mois sont venus mettre à nu la vulnérabilité du port autonome de Lomé, mais aussi de l'ensemble de la plateforme maritime. Pour éviter le pire, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures préventives. Cette campagne de sensibilisation sur la sécurité et la sûreté dans la zone portuaire participe de cette volonté de sauvegarder la vie et l'intégrité des personnes et des biens usagers ou riverains. Vous imaginez si à un moment donné, une installation portuaire subissait un dégât grave, ça veut dire qu'il n'y a plus de port. Or, nous ne disposons que d'un seul port commercial. Il urge qu'on fasse cette séance de sensibilisation pour permettre à tout le monde de comprendre l'enjeu, de savoir qu'il y a des dispositifs qui existent, qu'il faut adhérer, qu'il faut coopérer pour qu'ensemble nous arrivions donc à maintenir la zone portuaire et le littoral sécurisés. Cette campagne qui se veut inclusive et participative se base essentiellement sur des communications suivies d'échanges. Sujet abordé, importance du port autonome de Lomé pour l'économie nationale et l'intégration sous-régionale, les plans de gestion des catastrophes du port autonome de Lomé et des acteurs portuaires. Enjeu, parvenir à une synergie d'action pour assurer la sécurité et la sûreté dans la zone portuaire. Les installations portuaires ont des plans de sûreté. C'est sûr que les installations industrielles en ont. Et c'est de voir ensemble comment coordonner tout cela dans un ensemble cohérent qui fasse en sorte d'abord que nous minimisions le plus possible ces risques-là dans notre zone portuaire, mais que si, malgré ces efforts pour minimiser ces risques, si ces incidents venaient à survenir, que notre réponse
qu'elle soit appropriée, qu'elle soit rapide et qu'elle nous permette de vite circonscrire l'accident ou l'incident pour éviter des fatalités. Que tous les acteurs, qu'ils soient des acteurs portuaires, des acteurs industriels, des acteurs énergétiques, que nous ayons tous d'abord des plans, que régulièrement des exercices soient faits sur ces plans, que ces plans soient revus et approuvés et que ces plans soient coordonnés dans un ensemble cohérent dans la zone portuaire. Le représentant du ministre de la Sécurité et de la Protection civile a rappelé le rôle et la responsabilité de tous les acteurs pour la prévention des catastrophes au niveau des terminaux portuaires du Togo. Il a salué les efforts du gouvernement dans la modernisation des installations du port autonome de Lomé qui ont boosté ses performances. À l'Assemblée nationale, pas de plénière ce jeudi. En lieu et place, un séminaire des parlementaires. Le sujet en toile de fond, la désinformation. Comment lutter contre le phénomène? Une mission parlementaire francophone propose son savoir-faire au député togolais Yatar Atem. Désinformation, fake news, infox. Peu importe le terme, la diffusion de fausses nouvelles est une plaie. Le phénomène constitue plus que jamais une préoccupation pour les députés togolais. Ils planchent ici sur leur rôle face à la désinformation. Nous allons parler du rôle du parlementaire dans la lutte contre la désinformation, les sources et les cibles des fausses informations, comment détecter une fausse information, quelle action mener ensemble et quelle surtout dans ce qui leur concerne au niveau législatif et ce qu'ils peuvent faire afin de pouvoir doter notre pays de moyens de lutte efficaces. Il est important que le législateur que nous sommes, que les députés, soient mieux sensibilisés, mieux informés en tant que législateurs pour questionner avec un esprit critique les textes que nous avons, voir si ces textes sont suffisamment adaptés ou sinon, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau législatif pour accompagner la lutte. Jusqu'ici, une multitude d'informations circulent et dont les sources ne sont pas toujours fiables. Un danger pour la population. Le Togo, comme la plupart des pays de l'espace francophone, a dû faire face à de nombreuses campagnes de désinformation à l'intérieur comme à l'extérieur de ses frontières. Cette situation est d'autant plus préjudiciable que les décisions et les choix des citoyens, pour être éclairés, doivent se baser sur des informations véridiques et vérifiées. Et je voudrais souhaiter que l'information qui peut être considérée comme une arme puisse être utilisée en ce qui nous concerne comme une arme de développement. Et dans ce cas de figure, en nous inscrivant dans la vision qui est celle du chef de l'État et les différents projets qui constituent la feuille de route gouvernementale, il me semble que l'information aura son rôle à jouer pour que nous puissions achever le développement de notre pays. Le défi est donc de taille. Comment assurer la liberté d'expression tout en limitant les dérives? Le présent séminaire vise à répondre sur cette ligne de crête aux enjeux soulevés dans ce domaine par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. De fait, la qualité de l'information est indispensable à celle du débat démocratique. Il est donc nécessaire que l'intervention du législateur soit prudente dans cet univers informationnel singulièrement inquiétant. Cette démarche précautionneuse est en parfaite adéquation avec la vision du président de la République, son Excellence M. Faure Sozimna Gnassingbé, axée sur la consolidation de la liberté d'expression tout en professionnalisant les organes de presse. C'est à ce titre que les professionnels des médias sont considérés comme des acteurs clés du vivre ensemble. Plusieurs initiatives ont émergé pour tenter de remédier au phénomène. À l'ère des réseaux sociaux, la bataille contre la désinformation reste à gagner. Et à tort ou à raison, les journalistes sont parfois pointés du doigt pour désinformation, justement. Le concours lauréat du journalisme d'impact tente de remettre les journalistes sur les fondamentaux de la profession. La 4e édition vient d'être lancée avec critères et thématiques bien définis. Sandra Ziagbi. C'est le top départ du lauréat du journalisme d'impact, une compétition qui récompense les meilleures productions journalistiques au Togo. L'idée première, encourager les hommes et femmes de médias à travailler avec professionnalisme. C'est essentiel partout au monde qu'on a une presse libre, de qualité,
performante, d'impact. En plus, on essaie de souligner la nécessité d'avoir une presse de qualité et en même temps d'avoir une presse ouverte et encourager les efforts de tous qui pourront nous joindre dans cet effort. Un créneau d'expression proposé aux journalistes pour éclore leurs talents. Il se veut un canal pour renforcer la démocratie et la liberté de la presse au Togo. Le concours lauréat de journalisme d'impact permet aux journalistes togolais de s'essayer à différents types d'exercices. Mais ce qui est encore intéressant, c'est qu'en se mettant en concurrence avec les autres, les journalistes gagnent forcément en qualité, en capacité à s'élever au-dessus de leurs fondamentaux et permettent à l'État et au gouvernement de tirer parti du traitement de l'information. Le site du concours, c'est ljti-togo.com. J'invite les journalistes togolais à s'inscrire massivement, à aller se jauger. Cet événement annuel va primer les meilleurs articles et reportages sur plusieurs thématiques: économie, sociale, santé, protection de l'environnement, éducation. Les lauréats auront la chance de participer à des stages professionnels en Europe ou aux États-Unis. Le prix meilleure journaliste féminine fait partie des innovations de cette édition. Et dans la foulée, cette date qui fait événement le 21 novembre, eh bien, c'est la journée mondiale de la télévision. Nous vous l'annoncions en titre tout à l'heure. Le Togo célèbre sa toute première édition cette année. En tout cas, plus marquée cette année. Mais comment et pourquoi? Justement, à propos, nous recevons le conseiller en communication du ministre de la Communication et des Médias, Antoine Afanou, un entretien enregistré peu avant ce journal. Antoine Afanou, bonsoir. Bonsoir Gerson, madame, monsieur, bonsoir. Alors, pour commencer, quelle est l'importance d'une journée consacrée à la télévision? Alors, je voudrais tout d'abord vous remercier pour l'opportunité que vous nous offrez de nous exprimer sur le sujet et rappeler qu'effectivement, le 21 novembre marque la journée mondiale de la télévision, célébrée par l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Et cette journée a été proclamée en 1996 par les Nations Unies, année au cours de laquelle s'est tenu le premier forum mondial de la télévision. Et donc, cette journée pour nous revêt une grande importance car elle vise à encourager les échanges mondiaux de programmes télévisuels sur la paix, la sécurité, le développement social et économique, ainsi que l'amélioration des échanges culturels. Elle nous permet de mettre en valeur l'utilité des télévisions comme médias éducatifs et culturels. Cette date a également pour objectif de faire reconnaître l'influence croissante que la télévision exerce sur les processus de décision, notamment en matière de questions économiques et sociales. Il s'agit donc véritablement d'une occasion de réflexion sur le rôle que ce média joue dans notre société et notre contexte. Alors, justement, dans notre contexte, à quelle fin devrait-on faire de la télévision aujourd'hui? Alors, l'apparition de la télévision a fondamentalement changé notre paysage télévisuel, c'est une évidence, mais dans ce monde hyper connecté, quelle place a-t-elle aujourd'hui? La question, il faut se la poser. Quels sont ses rôles et ses usages? Comment nos sociétés peuvent-elles en tirer davantage profit? Il nous faudra obtenir des réponses à ces questions. Ensuite, la télévision est faite pour les citoyens et il est nécessaire que ces derniers s'y retrouvent. Nous ferons donc un état des lieux des contenus télévisuels aujourd'hui proposés aux téléspectateurs pour mettre en œuvre juste derrière la réflexion visant à faire de la télévision un outil de développement, les réajustements nécessaires à une télé qui contribue davantage à l'évolution de notre société. Car il ne faut pas le perdre de vue, la politique mise en place par le président de la République a permis de créer un fort potentiel économique. La plateforme industrielle d'Adetikopé en est une illustration parmi tant d'autres. Et donc, la télévision devrait être cet élément catalyseur qui permet de mobiliser les énergies autour de l'engagement en faveur d'une société plus épanouie à tous égards. On va aller rapidement dans les détails. Comment sera observée cette journée chez nous au Togo, dans notre pays? Alors, à noter 3 activités essentielles. D'abord, une conférence débat pour donner une forme à la réflexion évoquée il y a quelques instants sur le thème « Faire de la télévision un outil de développement économique et socio-culturel ». Les citoyens pourront suivre cette conférence débat sur vos ondes ce vendredi 19 novembre à partir de 21h et interagir avec des panélistes sur des questions comme l'influence de la télévision sur la construction de l'identité ou encore les différentes approches à mettre en œuvre pour faire en sorte que la télévision prenne en considération les questions de développement
développement local, la décentralisation en cours dans notre pays s'y prête justement. Alors cette conférence réunira des acteurs issus du paysage télévisuel national, organes de régulation, les ministères concernés par la thématique, notamment le développement à la base, les partenaires au développement, des universitaires, des organisations de protection de l'enfance, bref, tous les pans de notre société. Et le lendemain, la deuxième activité, nous ferons un petit saut dans l'histoire avec une émission spéciale dédiée aux icônes de la télévision nationale, des figures que les téléspectateurs ont pu découvrir absolument à travers les écrans. On peut citer les aînés comme Koisan Yovodevi, Badibassa Babaka, Mana Palanga, Lawson Latevi, qui nous reviennent avec des anecdotes et leur regard sur la télévision telle qu'elle est faite aujourd'hui. Et c'est un rendez-vous très important, il est essentiel à noter. Et enfin, la troisième activité qui va se dérouler ici même dans les locaux de la télévision nationale, ce sont les journées de visite des installations de la TVT pour permettre aux citoyens qui le souhaitent de toucher des doigts, mais surtout des yeux. La télévision se fait aujourd'hui... Enfin, de redécouvrir la télévision. Voilà, avec du matériel sensible, il ne faudrait pas tout toucher, mais toucher des yeux, le processus d'élaboration de la télévision, de la production jusqu'à la réception des images chez eux. Ils pourront apprécier la qualité réelle des images qu'ils peuvent recevoir chez eux à travers les décodeurs, entre autres. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'ils pourront apercevoir ou s'entretenir avec ces journalistes, Gerson Devaux en l'occurrence, qu'ils ont l'habitude d'apercevoir à la télé, s'entretenir avec eux et éventuellement prendre des photos, et sans oublier les techniciens bien entendu. Donc ces journées débutent ce vendredi et elles dureront tout le week-end, c'est-à-dire jusqu'à dimanche. Maintenant, pour le respect des gestes barrières, seules les personnes qui auront réussi à s'inscrire seront admises. Voilà. Et pour les inscriptions, elles se font par téléphone. Vous vous ferez le plaisir de leur appeler le contact. Et je précise justement qu'il y a un spot, une bande-annonce qui passe déjà sur nos écrans et qui affiche ces numéros et qui invite justement les téléspectateurs à s'inscrire. Antoine Afanou, vous êtes conseiller en communication du ministre de la Communication et des Médias. Merci. C'est un plaisir. Et voilà, je rappelle l'entretien enregistré peu avant le début de ce journal. Dans l'actualité ce soir aussi, à souligner aussi cette date qui fait événement, 18 novembre aujourd'hui même, eh bien c'est la journée africaine de la statistique, 31e édition dédiée cette année à l'art, à la culture, au patrimoine. Événement célébré par visioconférence avec Lomé Kara connecté. Ulrich Amega. Le paysage touristique togolais vu d'en haut. Le pays, du nord au sud, est universellement reconnu pour sa diversité culturelle et la richesse de ses patrimoines. Il y a nécessité d'explorer de meilleures méthodes pour disposer des données statistiques sur le secteur pour plus de contributions à l'économie nationale. La 31e édition de la Journée africaine de la statistique s'y consacre. Les statistiques culturelles et du patrimoine un fonds rare dans notre système statistique national. Nous avons par rapport au pays, cela nous interpelle à jeter un coin d'œil sur ce qui se passe au niveau des aspects culturels, du patrimoine, des arts dans notre pays. En la matière, de nombreuses réformes ont été opérées par le Togo pour répondre aux attentes. Le pays dispose d'une stratégie nationale de développement de la statistique de deuxième génération 2020-2024 et les avancées sont notables. Le gouvernement, sous le leadership affirmé du président de la République, son Excellence M. Faure-Sozemna Gnassingbé, s'est résolument engagé dans le renforcement du système statistique de notre pays pour une croissance inclusive et durable. Le soutien continu du gouvernement et des partenaires techniques a permis de réaliser de grandes opérations statistiques dont, entre autres, les travaux de rebasage du produit intérieur brut à travers l'élaboration des comptes nationaux, l'enquête régionale intégrée sur l'emploi et le secteur informel, l'enquête par grappe à indicateurs multiples, MIX 6, le recensement général des entreprises, l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages EHMVM 2018-2019, dont la deuxième édition est en cours. Au finish, il s'agira de définir des politiques cohérentes et efficaces pour renforcer la cohésion, la paix et améliorer considérablement les conditions de vie des populations.
Et on en vient aux statistiques sur le plan sanitaire, le front sanitaire. La situation en ce jour, 18 novembre de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 26 187,5 avec 7 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 25 838 avec 10 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 104. Le nombre de décès est de 243, chiffre et communiqué rendu public par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Midiawa. À l'étranger, mot rapide, les sanctions ciblées de la CEDEAO dévoilées à Bamako, près de 150 personnalités maliennes frappées d'interdiction de voyage et de gel financier. La CEDEAO qui applique donc ces sanctions annoncées pour Bamako. Cela dit, retour chez nous au Togo et focus maintenant sur un engagement qui inspire, celle d'une dame, Elsa, son prénom. Son combat amenait les jeunes à agir dans leur communauté, les femmes à s'émanciper. Le quotidien de Elsa, cette femme leader, suivie par Medina Bacha Salabi, c'est son reportage. Regardons. D'une allure dynamique, la trentaine Elsa se dévoue entièrement à sa communauté. Ce matin, elle a rendez-vous avec les jeunes à Amadahomey. À cette rencontre, il est question de la vie associative. Planifier des actions d'un commun accord avec les autorités communautaires. Pour Elsa, il faut amener les jeunes à plus d'engagement. Le constat est qu'il y a beaucoup à faire dans chacune de nos communautés. Une seule personne ne pourra pas tout faire. Le gouvernement ne pourra pas tout faire. Donc la communauté doit pouvoir faire sa part. Pour pouvoir motiver les jeunes à s'engager. Et l'un des objectifs de cet atelier, c'est de pouvoir parler de l'importance de la vie associative, l'importance de se mettre en commun pour mener des actions dans leur communauté, pour impacter positivement leur communauté. C'est ce que nous partageons avec eux dans cet atelier. Le modèle Elsa, une inspiration pour les jeunes. Beaucoup semblent déjà adhérer au concept, le développement communautaire. Madame Elsa, c'est quelqu'un en fait qui nous impacte tous. Et nous sommes vraiment contents de l'avoir auprès de nous. Elle est dans la vie associative il y a un bon moment. Donc aujourd'hui, gagner de son expertise nous rassure en fait que nous sommes sur le bon chemin et que nous allons toujours impacter comme elle le fait. Nous ne sommes plus comme nous étions avant à travers la vie associative. Journée à pas de charge pour le leader communautaire. Après Amadahomey, cap sur Baguida. Ici, elle a rendez-vous avec les femmes de Gbetchogbe. Sujet à l'ordre du jour, l'autonomisation financière. Cette caisse n'a que 2 mois, mais les membres s'en réjouissent. Le leadership de Elsa semble déjà donner des résultats. Nous cotisons 300 francs par jour. Si un membre a besoin d'argent, nous lui donnons le triple de son épargne. Nous sommes fiers de notre caisse. Ce soir encore, nous allons octroyer des prêts. Elsa chez les jeunes, Elsa chez les femmes, la jeune leader communautaire est très présente sur le terrain, toujours engagée en faveur des communautés à la base. Je suis engagée sur la question des violences faites aux femmes, mais aussi de l'autonomisation des femmes, parce que je me dis, plus les femmes sont autonomes, moins elles seront sujettes à des violences. La précarité menstruelle. Je fais des actions de terrain comme ça, mais je fais également beaucoup d'actions en ligne pour mobiliser beaucoup plus de jeunes à ma suite pour faire la même chose. Parce que vous voyez bien que ce n'est pas le travail d'une personne, tout ce qu'il y a à faire là aujourd'hui. Donc, c'est une question de faire pour montrer l'exemple, pour que d'autres personnes puissent faire pareil et mobiliser encore plus de personnes que moi, en fait. Mobiliser les jeunes, amener les femmes à s'assumer, pour beaucoup d'observateurs, Elsa, c'est le don de soi. Dans le reste de l'actualité, la vitrine Nana Médiaculture pour les entrepreneurs. L'événement Sanemassa enregistre la 4e édition cette année, une édition au goût du consommé local. Un reportage de Abouza Dadjo avec Ulrich Chamega. Dans les locaux de Nana FM, le label togolais est à l'honneur. Sanemassa, un événement de Nana Médiaculture qui promeut les produits made in Togo. Parmi ces produits, Golden Pods, un produit naturel fait à base du cacao togolais. Nous avons en fait 2 types de produits, et le pur et le mélange. Donc le pur, c'est l'original lui-même, il n'y a pas d'additif. Et en plus du pur, il y a du sucre et il y a également du lait. Sanemassa,
Un événement, une vitrine de l'entrepreneuriat togolais. Sanemasa, ça veut dire seulement je vends, tu vends. Mais dans un langage plus profond, on vous dira nous sommes venus tous pour vendre. Donc ça fait la 4e fois que nous avons commencé par faire la promotion des promoteurs de produits locaux. Le consommer local passe aussi par là. La production togolaise est riche de diversité. Et si je me mettais à citer les domaines, on n'en finirait pas aujourd'hui. Et ce qui est encore intéressant, c'est que ce genre d'initiative, prise à plus forte raison par des structures qui sont des structures de communication et d'information, mettent en contact direct, en prise directe, les consommateurs et les producteurs, ainsi que les distributeurs des produits locaux. Et cette initiative ne peut qu'être félicitée. La 4e édition de Sanemasa est ainsi marquée. Et se communiquer assez rapidement pour refermer cette édition du soir dans le cadre de la surveillance du marché. Un numéro vert est mis en service au ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale pour dénoncer toute pratique anormale de commerce conformément aux dispositions de la loi du 28 décembre 1999 portant organisation de la concurrence au Togo. Pour toute pratique anormale du marché, composé gratuitement le 85 ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale en appelle au civisme et exhorte tous les acteurs, notamment les commerçants, les consommateurs et toute la population à émettre des appels exclusivement à des fins utiles, communiqué du ministre Kodjo Adedje. Et ceci referme ce journal du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir ou, de très loin, à Valence en Espagne et à Takwame au Togo. Chez nous, et comme d'habitude et toujours fidèlement. Très belle soirée.